Le réveil sonne, j'ouvre les yeux. La petite mécanique habituelle s'enclenche. C'est comme si mon cerveau avait attendu toute la nuit ce moment. Comme si j'avais mis en off mon disque dur pendant 7 heures, mais que la pause avait été trop longue. Mon premier réflexe, c'est de toucher mon smartphone sous l'oreiller, à portée de main, prêt à l'usage, avec une envie irrépressible de le regarder. Alors qu'une petite voix intérieure apparaît. Bonjour, donc bonjour à tous. On est en direct avec Coco pour son livre Déconnecte si tu oses. Donc Coco Braque de la Perrière. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous, et une fois n'est pas coutume, Chloé, Chloé, l'éditrice de Coco et du livre. Donc bonjour Coco, bonjour Chloé. Bonjour à tous. Donc, voilà, donc je suis Christine des éditions Duno et donc on va commencer une discussion autour du livre de Coco. Et donc Coco, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots déjà? Alors en quelques mots ça va être difficile mais je vais faire de mon mieux. En quelques mots, je suis coach de dirigeants et d'équipes dirigeantes, conférencière, autrice, j'adore maintenant dire autrice. Et j'aime bien accompagner les gens dans la transformation pour leur permettre de faire ce pas de côté. Et du coup, comme si en faisant ce pas de côté, ils allaient prendre conscience de quelque chose qui leur permette de vivre une vie qui soit plus la vie du ou, faut que je fasse ça ou ça, mais la vie du et, faut que je fasse ça et ça. D'accord, tout un programme. Peut-être que j'ai envie de rajouter que dans ma manière de vivre, j'aime bien, voilà, je suis assez engagée et ça fait quelques années qu'il y a un sujet, donc celui-ci, qui me touche et sur lequel je m'engage fortement. Oui. Et du coup, justement, Coco, on va rentrer dans le vif du sujet aussi, le sujet du livre. Et un sujet qui te tient à cœur, c'est la déconnexion. Et déjà, je voudrais savoir, alors peut-être avec toi, ton point de vue et celui de Chloé aussi, comment est né ce livre qui est, je le précise, qui est vraiment traité comme un roman avec une héroïne. Donc comment est né ce livre et comment est né Lulu, puisque c'est Lulu l'héroïne. Alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière quand tu me dis que le sujet qui me touche, c'est la déconnexion. En fait, le sujet qui me touche, c'est l'hyperconnexion. Oui. Parce que la connexion, c'est top, c'est chouette, c'est formidable. Mais le vrai sujet, du coup, comment est né ce livre? En fait, d'abord, le livre est né du fait que ça fait pas mal d'années que j'accompagne des personnes qui sont en burn-out et principalement en burn-out numérique. Ensuite, parce que j'ai la chance aussi de faire un métier qui fait que j'accompagne des personnes, du grand public comme des entreprises, sur le sujet de la pleine conscience, de cette qualité de présence, de comment je me réapproprie mon attention. Et je vois bien depuis des années que se réapproprier son attention alors que cette attention est piratée par notre écran, c'est difficile. Et je pense qu'une des troisièmes raisons aussi pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que moi, je vois bien que j'ai eu la chance de vivre une vie sans téléphone. Et donc, du coup, avec cet espace, ce temps, ce cadeau à donner à l'autre, mes yeux, mon regard. Et je vois que les enfants, une nouvelle génération, a grandi uniquement avec le téléphone. Et je vois à quel point mes parents sont contrariés de ma connexion et comment moi je suis contrariée de la connexion de ma fille ou d'autres enfants. Donc j'ai envie de m'engager et du coup je me suis dit qu'il fallait que j'écrive un livre qui touche et qui parle à tous. Oui, et aussi tu parles de burn-out dû à la connexion digitale. Ouais. C'est quoi? Comment ça se manifeste en fait? Parce que tous, moi honnêtement je suis hyper connectée parce que ça fait aussi partie de mon travail, mais je me dis pas que je suis hyper connectée et pourtant je sens que je suis complètement addict et quelque part ça m'embête aussi parce que
C'est ce qu'on me renvoie aussi, quoi. Ah, t'as toujours ton smartphone, tout ça. Donc c'est quoi le burn-out? Comment on... Alors pour moi, ce que je nomme le burn-out digital, c'est que tu as à un moment donné comme si le cerveau était en train de cramer et qu'il n'avait plus d'espace pour pouvoir avoir un peu de... C'est comme s'il y avait cette surcharge mentale qui fait qu'il y a un moment donné, tu n'as plus de temps de respirer. Et elle vient de quoi? Elle vient de cette infobésité. Tu as du texto, tu as de l'image, tu as de l'info sans arrêt. Et puis tu as cette urgence du temps réel, du hashtag qui fait que tu es obligé de répondre tout de suite, tout le temps tout de suite. Donc il y a cette pression aussi du temps. Et il n'y a jamais un moment donné où tu donnes, tu offres à ton disque dur, à ton mental, une pause. Donc le burn-out digital, ça vient de cette urgence. Il y a un moment donné où il est saturé. Et du coup, je reviens à la question que tu me disais, mais comment est né Lulu, quoi? Comment est née l'écriture de ce livre? Et ben, justement, quand j'ai fait des tas de recherches, et que j'ai trouvé beaucoup d'informations qui étaient flippantes, anxiogènes, et que j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis moi-même dit, oula, ça va pas être quelque chose qui va, en gros, qui va accrocher parce que c'est anxiogène, parce qu'il y a trop de chiffres, parce qu'il y a trop d'informations. Et je me suis dit, si moi je m'ennuie ou si moi je me fais peur à l'écrire, les autres aussi. Et donc j'ai trouvé à ce même moment-là une idée parce que j'accompagnais justement une jeune fille qui était en plein burn-out digital dans une start-up et qui me racontait des trucs de dingue par rapport à cette hyper-connexion. Et je lui ai demandé, est-ce que tu veux bien être mon héroïne? Est-ce que tu veux bien me raconter tous les détails crushis qui se passent dans une start-up et qui fait qu'à un moment donné où tu sens que d'abord tu passes dans cette phase de déni où bah oui je suis hyper connectée, je suis comme tout le monde, et puis à un moment donné tu sens que ton corps te lâche parce que tu n'écoutes plus la saturation qu'il y a dans ta tête. Donc voilà, Lulu est née grâce à cette femme que j'ai accompagnée pendant 8 mois sur cette hyper connexion, cette surcharge mentale, ce burn-out digital, et elle lui demandait de me raconter, de se raconter. Et je dirais même au-delà de Lulu, c'est tout le monde, quoi. Lulu, c'est Chloé, Lulu, c'est Christine, Lulu, c'est Tristan, Lulu, c'est Coco. C'est vraiment, à la lecture du livre, on a tout Lulu en soi. Ouais, non mais complètement, quoi. Bah, moi, c'est ça, en fait, j'ai tout de suite adhéré à Lulu parce que tout de suite, en fait, je me suis dit... c'est moi, ce qu'on a vu tout à l'heure, le réveil sonne, on prend son téléphone portable, c'est exactement le geste que je fais le matin. Je regarde la météo sur mon téléphone alors que j'ai juste à ouvrir le rideau. Je suis tout le temps sur WhatsApp, ça m'angoisse si j'ai pas mon téléphone ou pas de connexion parce que je me dis ça se trouve, ça y est, j'ai loupé un truc, on m'a appelé, on m'a invité, voilà. Et en fait, c'est tout ce contexte qui nous, moi j'ai l'impression d'être un peu obligée en fait, mais c'est aussi parce que j'ai envie et en même temps ça désociabilise, mais en même temps c'est ça aussi qui me sociabilise en fait avec les autres. Et du coup même c'est vrai que ça m'a aussi permis de me dire, de prendre conscience en fait de mon rapport aussi justement à ce téléphone qui prenait en fait tant de place dans ma vie, alors que j'en avais pas forcément conscience, même si je me sens connectée, mais je me sentais pas forcément hyper connectée. Alors qu'aujourd'hui, un peu comme toi, on me dit tout le temps, mais lâche ton téléphone. C'est super important, en fait, ce que tu dis, Chloé, sur j'avais pas conscience. Et je pense que l'enjeu principal de ce livre, c'est surtout pas de culpabiliser, parce qu'on a tous un rapport au digital particulier. Mais ce bouquin, il permet d'aller regarder son rapport au digital et de sortir de ce déni et de justement prendre conscience que mais quel temps énorme on donne au digital comparé au temps qu'on donne à la vraie vie, à des vrais gens. Et quand tu prends conscience de ça, il y a déjà quelque chose, un petit pas de côté qui se fait et quelque chose qui s'installe. Et c'est vrai que Lulu, c'est toi, c'est moi, c'est les collègues, c'est la famille, et c'est pas une question de génération, parce qu'il y a vraiment un peu de Lulu en chacun de nous tous.
ça montre vraiment, il y a vraiment des situations, la bêtise de certaines situations, quoi. C'est ça, je me lève, je regarde la météo sur mon smartphone alors que j'ai juste qu'à ouvrir les volets pour voir quel temps il fait. Et puis, mais comment on en est arrivé là, en fait, à cette hyperconnexion? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui ont changé la donne? Est-ce que... Écoute, moi je dirais qu'on est arrivé à cet endroit-là pour plusieurs raisons. La première, c'est dès 2007, quand le premier smartphone est sorti. Tout d'un coup, grâce à ce smartphone, on avait accès en temps réel à nos mails. Donc ça, c'était une première nouvelle manière d'être ensemble. Avant, pour avoir accès aux mails, il fallait revenir à la maison, se connecter sur l'ordi. Là, tu avais accès à temps réel. Puis la deuxième chose, bien évidemment, c'était ces réseaux sociaux qui ont été une nouvelle manière d'être en lien. Alors, est-ce que c'est être en lien? Mais en tout cas, une nouvelle manière d'être en lien, une nouvelle manière de se raconter, une nouvelle manière d'être dans cet espace égotique. Et puis généralement, quand on se raconte pas avec les cheveux comme ça et la déprime. On se raconte voilà, quoi, sur une île, dans un jet. On se trafique, on se raconte aussi une autre vie. Et je pense que oui, c'est les réseaux sociaux. Et peut-être, je dirais que si on en est arrivé là, c'est qu'on est peut-être passé à côté de ce lien, de ce besoin, de ce lien à être vraiment ensemble. On n'a pas trouvé le comment être ensemble en vrai. Comment être ensemble, à se discuter, à s'écouter. Ouais. Voilà. Mais c'est troublant quand même, comme le dit Chloé très justement. En fait, on a l'impression de devenir complètement associable et d'être dans une bulle, la bulle du je suis seule au monde, donc voilà. Et en même temps, de se sociabiliser parce que sur les réseaux, du coup, on a plein d'amis, ou sur Insta, ça réagit tout de suite, sur Facebook également. Enfin, il y a une espèce en plus, on a des facilités pour accéder à certaines personnes qu'on ne pourrait pas toucher aussi facilement. Par exemple, on lit un bouquin d'un auteur qu'on adore sur Insta, on va le taguer et il va savoir qu'on a adoré son livre. Et du coup, il y a une espèce de proximité comme ça. Et on a l'impression d'être dans la vraie vie, en même temps, on n'est pas dans la vraie vie. C'est difficile à... Ouais, on a un peu l'impression, en fait, moi je vois même, par exemple, avec mon réseau, de partager en fait notre vie, puisqu'on s'envoie tout le temps des vidéos, des moments de vie, etc. Mais c'est vrai qu'en fait tout ça c'est juste à travers le téléphone. Et quand on va se voir, on va même pas forcément en parler. En fait, on va parler d'autres choses. Mais tout ça reste en fait dans la sphère d'Instagram, de Facebook, de WhatsApp, du téléphone portable en fait. Ouais, et en fait, il y a quelque chose qui me vient quand tu me dis on a beaucoup d'amis sur les réseaux. Organise un déménagement. Oui. Demande s'il y en a qui peuvent t'aider, tu vois, si tu as autant d'amis à ton déménagement que tu en as sur tes réseaux. Et puis, l'autre chose qui me vient aussi, c'est quand, tu vois, comment je pense qu'on est aussi arrivé là parce que on en oublie aujourd'hui d'aller écouter notre petite voix intérieure. Et cette petite voix intérieure, c'est comme si on l'avait mis au congélateur ou si on l'avait mise à la cave. Et du coup, elle a des tas de choses tellement précieuses à nous raconter que on peut plus l'écouter puisque on est sans arrêt, on lui donne plus d'attention puisque toute notre attention est donnée à ce silex ou à cet écran, cet objet de 13 cm par 9. Et justement dans le livre, ce que j'ai voulu faire, c'est de redonner des droits à cette petite voix intérieure. Ouais, et de s'écouter. Oui, c'est très important de s'écouter. Et comment, justement, quelles sont les manières de se désintoxiquer, d'écouter sa petite voix intérieure, mais est-ce qu'il y a des moyens, parce que tu évoques aussi, dans Lulu, l'héroïne, elle part faire une retraite silencieuse. Ça se passe comment? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut? Est-ce que ça existe? Alors déjà, avant peut-être tu vois, d'aller tout de suite dans la solution, je pense que la chose primordiale, c'est de sortir du déni. C'est-à-dire que tu ne peux absolument pas envisager de solution
si tu ne sais pas consciemment à quel endroit de ta relation tu te trouves par rapport à ton digital. Donc d'abord, c'est prendre conscience. Est-ce que j'ai un rapport équilibré avec mon digital? Est-ce que aujourd'hui, je passe autant de temps dans ma vie avec les gens que à surfer sur les écrans? Ou est-ce que je suis dépendante? Dépendante, ça veut dire est-ce que, tiens, c'est inenvisageable que je puisse sortir un jour, et un jour, ça veut dire du vendredi matin au samedi matin sans mon téléphone. Ou est-ce que je suis carrément addict? Et addict, ça veut dire que je suis totalement, toute ma vie dépend de mon écran. Et quand on dit addict, ça veut dire que on tapote, on glisse, on regarde son téléphone plus de 5000 fois par jour. Quand on est dépendant, c'est plutôt à peu près 2000 fois. Et 2000 fois, c'est 2000 secondes que je passe. C'est-à-dire que j'ai fait ça, j'ai juste regardé alors que quelqu'un me parle, alors que je suis prête à partir quelque part. Donc déjà, le plus important, c'est prendre conscience de mon rapport au digital. Et une fois que je sais si je suis équilibrée, addict ou dépendante, alors je peux commencer à envisager des solutions. Des solutions un peu plus souples, des solutions plus drastiques, des solutions qui viennent me chahuter, des challenges solutions. Alors oui, une fois que j'ai su ça, Lulu, effectivement, elle a pris la solution drastique qui est d'aller vivre une retraite silencieuse. Une retraite silencieuse, tu vas à un moment donné déposer ton téléphone, faire ce rituel de déposer ton téléphone en sachant que tu vas le reprendre 5 jours ou 7 jours après. Et pendant ces 5 ou 7 jours de retraite silencieuse, tu vas méditer 3-4 heures par jour, accompagné dans un groupe, donc tu vas être supporté par cette dynamique de groupe. Et puis bien évidemment, tu vas passer par des états totalement chaotiques, où tu vas passer du FOMO au JOMO. Alors c'est quoi le FOMO? C'est 4 lettres qui veut dire Fear of Missing Out, de la peur dont tu parlais, de manquer d'informations. Merde, je vais passer à côté de mon invitation, je vais passer à côté de la dernière vente, je vais passer à côté du dernier dîner, où on parle pas le mot, on m'invite pas. Et à un moment donné, une fois que tu auras traversé ce FOMO pendant 2-3 jours, ou même le corps va te dire je suis en manque, tu vas passer au JOMO, qui est la joie de manquer d'informations. Du coup, tu retrouves cet espace, tu retrouves ce temps libre. Ce matin, je lisais un magnifique message qu'a écrit une journaliste qui disait, voilà, ce matin, j'ai décidé de reprendre mon stylo plume et d'écrire, de toucher le papier. Et voilà, quoi, les mots ont glissé autrement que quand on est sur le clavier. Donc, dès que tu es dans le JOMO, dans cet espace de joie, alors il y a des tas de choses qui se manifestent et tu te réouvres à d'autres choses. Donc ça, c'est la solution drastique, on va dire, mais et courageuse. Puis après, tu as des solutions alternatives que je propose dans le livre, qui est un programme. Ce programme que tu fais de manière, en gros, en autorégulation, ce programme de digital détox, en 4 étapes, en 4 semaines. Et puis après, je te propose des solutions de groupe. Après, moi, ce que je voudrais juste rajouter, c'est que l'idée, c'est effectivement d'avoir un rapport plus équilibré à son téléphone, mais pas de renier en fait le téléphone. Parce que, évidemment, ça nous apportait aussi des choses positives, etc. Et le livre, en fait, c'est ça qu'il nous propose. Et c'est pas du tout un pamphlet contre le smartphone. D'ailleurs, le numérique nous a apporté des choses, il faut les garder. Mais c'est plus d'avoir un rapport plus raisonné, plus rationnel, et surtout d'être un peu plus maître en fait. Et puis je trouve que, c'est ce que tu disais, Coco, au tout début, quoi. C'est que d'être connecté, c'est bien aussi, quoi. Et effectivement, mais quand je parlais tout à l'heure de la stupidité de certaines situations, je veux dire, le livre, moi, j'ai ri presque à chaque page, quoi. Parce que, par exemple, il y a des situations, franchement, moi, il y en a 10 dans le livre que j'ai vécu, quoi. La situation où mon petit-neveu est dans la chambre et ma soeur dans une autre pièce, et mon petit-neveu qui envoie un texto à sa mère en disant maman, tu peux m'apporter un verre de lait parce qu'il est connecté, il est en train de jouer sur son iPad ou je sais pas quoi. Et c'est complètement, mais si tu veux, la situation, et ma soeur qui rigole et moi aussi, de cette situation, j'en ai ri en disant
non mais c'est n'importe quoi, mais c'est drôle, mais de le lire, là d'un seul coup on se dit mais je l'ai vécu, mais c'est tellement stupide quoi, c'est genre t'as juste à te lever pour aller chercher dans la cuisine un verre de lait, et tout ça se fait par message quoi. Cette stupidité, enfin c'est tout ça qui est aussi dans le livre, toutes ces... Ben, c'est ce que j'ai voulu faire en fait, j'ai voulu nous mettre en situation et en perspective des situations qu'on vit tous les jours de manière normale, comme si tout était normal, comme si tout était acceptable. Mon dernier coup de gueule, d'ailleurs que j'ai encore poussé ce matin, c'est dans le train. Mais c'est comme si on était devenu soit sourd, soit inconscient, soit je sais plus, on n'est plus très éduqué, c'est-à-dire qu'on va dans le train, il y a ce logo ZZZ qui existe depuis plus de 10 ans, qui signifie quand même que tu mets ton téléphone sur off, le basique, mais non, tu en as encore aujourd'hui dans le train qui ont leur téléphone sur sonnerie, qui décrochent à leur téléphone, qui mettent leur film parce qu'ils ont oublié leur AirPod ou leur écouteur, donc ils le mettent en haut-parleur. En gros, moi aujourd'hui je me dis mais c'est dingue tous ces bips, boum, toi tu es en train d'essayer de dormir, d'avoir cet espace, et quand j'ai le malheur d'aller gentiment voir quelqu'un en disant s'il vous plaît, est-ce que ça serait ok de baisser le son, le réduire, mais on me regarde comme si j'étais une barjo, comme si j'avais agressé quelqu'un alors que je suis agressée. Et aujourd'hui on se rend même plus compte à quel point on est aussi dans ce déni de ce manque de civisme et d'éducation digitale. En fait, on nous a pas appris à avoir une éducation digitale. Non, donc on ne sait plus ce que c'est que de regarder dans les yeux, on ne sait plus ce que c'est que de... quand je parle du phubbing, le phubbing en fait c'est cette contraction entre le phone, et c'est un mot valise qui est contracté entre phone et snubbing. Qui n'a pas vécu ce phubbing qui est où je me fais snobber par le téléphone de mon voisin, de mon copain, de mon collègue en train de déjeuner. Pour moi, aujourd'hui, il y a des situations qui sont plus acceptables si on veut avoir une vraie relation digitale, une relation équilibrée dont tu parles. Donc, top d'avoir son téléphone, formidable, parce que même moi, je ne pourrais pas m'en passer mon téléphone dans certaines situations. Je m'en passe en vacances, je fais vraiment un mois de break, mais dans ma vie de tous les jours, je m'en passe pas. Mais comment je peux arriver à avoir ce téléphone de manière raisonnable en rééduquant ma relation et pour permettre de retrouver une relation avec les autres qui soit digne d'attention, de bienveillance. Voilà, quoi. Mais ça décomplexe complètement le smartphone, d'être connecté comme ça, parce que justement, moi je suis surprise parce que j'ai eu aussi cette expérience dans un train où une personne à côté de moi s'est mise en haut-parleur en écoutant une vidéo alors qu'elle était dans un train et qu'elle n'avait même pas ses écouteurs. Je me suis dit, mais elle s'est même pas dit, cette personne-là, je vais déranger. C'est surprenant quand même. En fait, c'est un peu aussi respecter finalement le cercle vital un peu de chacun. Et je crois qu'en fait, on l'oublie alors que pourtant, on n'irait pas se coller à une personne. C'est bizarre. Mais par contre, on est intrusif d'une autre façon, en fait, avec le bruit, alors que finalement, on ne se permettrait jamais d'être intrusif dans ce même espace avec ton corps, avec le téléphone, effectivement, on n'a pas... c'est la bulle dont tu parlais, quoi. C'est la bulle dont tu parlais, c'est-à-dire que le téléphone... Mais tu le vois, d'ailleurs, même ceux qui ont leurs écouteurs, ils peuvent parler, mais super fort, parce qu'ils sont dans cette bulle et ils en oublient du cercle dont tu parles, de cet espace vital dont chacun a besoin, qui n'est plus respecté. Et comme tu l'appelles, c'est vraiment notre doudou numérique, quoi. C'est le doudou numérique, c'est la nounou, aussi. Aujourd'hui, les parents, moi dans le bouquin, c'est vrai qu'à un moment donné, je pousse un autre coup de gueule aux parents en disant ok, on n'est pas content du rapport que les enfants ont avec leur écran, mais en même temps, les parents sont les premiers, on va dire, responsables. Quand tu vois, moi je peux passer par exemple 4 heures de train, faire un voyage de 4 heures dans un train, et voir un parent qui place un écran
dans les mains d'un enfant de 4, 5 ans, 6 ans pour avoir la paix. Voilà, ou alors quand tu passes un week-end et que tu as envie de regarder un film peinard ou de lire un bouquin ou de bosser, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes l'écran à tes enfants parce que tu sais que tu vas avoir la paix. Alors bien évidemment, c'est plus facile que à nouveau de redonner de l'attention. Et aujourd'hui, on parle beaucoup on dit beaucoup qu'il y a une augmentation du trouble de l'attention chez les enfants. Mais tu m'étonnes. Pourquoi il y a un trouble de l'attention qui augmente chez les enfants? Parce que toi, en tant que parent, quand tu parles à ton fils ou à ta fille et que tu lui réponds qu'il n'y a pas de problème, oui, tu es là, oui, tu arrives dans 2 minutes et que tu regardes ton téléphone, tu ne lui donnes plus cette attention. Maintenant, là, quoi, il y a plein d'enjeux qui sont là. Un autre sujet important dans ce bouquin, c'est à quel point, en fait, l'hyperconnexion est devenue un enjeu de santé publique. Parce qu'on peut dire que c'est devenu un problème relationnel dans le sens où ça casse la relation, ça isole, mais c'est aussi devenu un enjeu de santé publique dans le sens où nos yeux, la lumière bleue est en train d'altérer fortement nos yeux et demain on va se rendre compte à quel point on a tous des déficits du trouble de la vision. C'est venu altérer aussi des problèmes de dos, parce que quand tu es comme ça, complètement. Tu as ce problème de INEC, tu as 34 kilos au bout du cou. C'est en train aussi de créer des problèmes de poids, parce que du coup, quand tu es avec ton téléphone et ton écran, tu bouges moins, même pour aller voir ton collègue qui est à 5 mètres de toi. C'est en train de créer aussi de plus en plus de dépression. De dépression parce que tu sais même plus quel est vraiment le monde. Est-ce que c'est le monde que tu te racontes qui est ce monde de fake life ou est-ce que c'est ce monde où tu es un peu seul et du coup tu as du mal à rentrer en lien dans la vraie vie. Donc il y a des vrais sujets. Puis alors je parle pas aussi des sujets de santé sur tout ce qui est cette hypersensibilité électromagnétique. Tu as des gens aujourd'hui qui réagissent très très mal avec des maux de tête, avec des picotements au bout des doigts. Donc non, c'est un sujet passionnant parce que c'est comment retrouver cet équilibre, l'équilibre d'être connecté et d'arriver à se déconnecter dans les moments importants. Vraiment retrouver un équilibre, quoi. Autant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Parce que on travaille beaucoup avec son smartphone aussi maintenant. Et puis la limite, en plus, elle est aujourd'hui de plus en plus ténue. Enfin, c'est hyper facile de regarder ses mails sur son téléphone, d'être appelé tout le temps. Et comme on l'a tout le temps sur nous, en fait, quelle est la frontière finalement entre le pro et le perso et en fait ton esprit il est du coup tout le temps mobilisé en fait sur tous les sujets parce que même si toi tu déconnectes, ton téléphone va te rappeler en fait à ton job, à ta situation, malgré toi en fait. C'est vrai. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'en parle dans le livre aussi de comment justement être conscient de ce blurring. En fait c'est le blurring dont tu parles, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières entre quand tu es au boulot, tu vas donner tu vas passer 1 heure de temps sur les écrans pour faire tes courses, préparer ton voyage, ton week-end, aller à des expos. Et puis quand tu arrives à la maison, plutôt que de déposer ton téléphone et de redonner ce temps à la famille, qu'est-ce que tu fais? Tu vas regarder jusqu'à ce que tu éteignes ton téléphone pour voir le dernier mail. Et forcément, généralement, le dernier mail, qu'est-ce qui se passe? C'est rare qu'un mail d'entreprise qui arrive à 23h, c'est pour une super bonne nouvelle. C'est vrai. C'est surtout pour dire hop, faut se manier, dépêcher. Super urgent, super important. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que tu éteins avec une charge mentale qui est une pollution mentale et qui fait que tu vas pas bien dormir. Donc, encore une fois, c'est comment se rééduquer. C'est comme s'il y avait une rééducation à avoir. Et puis, en plus, on n'est qu'au début. Parce qu'aujourd'hui, on est entouré de quelques milliards d'objets connectés. Mais dans les 5 prochaines années, on va être entouré de plus de 250 milliards d'objets connectés. Donc notre cerveau, il n'est pas équipé pour pouvoir prendre cette charge si je ne viens pas aujourd'hui me rééduquer, retrouver un nouveau chemin par rapport à cette relation au digital, relation à moi, puis relation avec l'autre
Mais ça peut se faire de manière ludique. Ça peut se faire en instaurant à la maison des free zones où tiens, là, dans le salon, ici par exemple, il n'y a pas de téléphone. On n'amène pas le téléphone dans le salon. Ça peut se faire aussi quand on passe des week-ends entre copains. Moi, je vois très souvent, je passe pour l'emmerdeuse avec les copains qui ont des enfants parce que je leur dis, le week-end, c'est la nature, c'est les jeux, c'est à nouveau du temps pour les autres, donc pas de téléphone. Donc ça crée de la frustration. Et puis en même temps, ça crée du soulagement vis-à-vis d'autres parents parce que je suis l'emmerdeuse, c'est moi le porte-drapeau de l'emmerdeuse qui décide de dire, ouais, on va faire des jeux ensemble. Ouais. Mais c'est vrai que ça suscite des discussions. Moi, je trouve le smartphone, avec ceux qui sont hyper connectés, ceux qui ne le sont pas du tout. En fait, on sent qu'effectivement, il y a un manque d'équilibre. C'est soit on est hyper connecté, soit on est complètement... on rejette complètement le truc et on dit « Ah non, mais moi, jamais, quoi. C'est pas pour moi. » Alors qu'il y a un équilibre à avoir. Il faut... et ça suscite effectivement moi, cet été, j'ai eu une discussion comme ça en famille où il y avait les hyper connectés et les pas connectés du tout, quoi. Sauf qu'avec un juste équilibre, on peut être connecté à bon escient, quoi. Oui, puis de toute façon, aujourd'hui, ça me paraît quand même difficile de bien sûr être connecté. En fait, ce qui est intéressant aussi, et dans le livre, ce qui est sous-tendu aussi un peu, c'est cette évolution de la société, finalement, aussi, qui a induite l'arrivée du téléphone, à fortiori du smartphone encore plus que le téléphone portable. Mais oui, c'est aussi une évolution en fait sociétale, en fait, tu vois, quand je t'entends dire ça, Chloé, ce qui me vient, c'est de me dire, d'un côté, moi, ça me rend triste. Il y a quelque chose, il y a des moments, il y a des scènes, moi, qui me rendent triste. Je suis au café, je vois un couple d'amoureux en train de dîner, et chacun sur son téléphone. J'ai vraiment cette gorge qui se serre en me disant, mais waouh, est-ce qu'ils se voient, quoi? Est-ce qu'ils se voient glisser vers quelque chose qui est pas très nourrissant? Je suis triste aussi, voire même émue quand je vois des enfants qui sont un peu abandonnés parce qu'il y a les parents qui sont eux-mêmes, encore une fois, avec les écrans. Triste aussi de voir que quand aujourd'hui quand on dit ça serait chouette qu'on se parle ou qu'on se voit, j'entends viens on se fait un petit WhatsApp. Wow. Et puis en même temps je me dis mais là j'organise par exemple une retraite silencieuse où on va marcher dans le désert de Mauritanie en fin décembre. Je me dis qu'il y a encore des tas de gens et des jeunes aussi totale des générations complètement différentes qui viennent faire cette expérience de ok, je vais me confronter à cette peur du vide et me rendre compte que finalement petit à petit on passe du vide à l'espace, quoi. Donc voilà, je me dis que il y a faut pas se culpabiliser, faut pas se mettre la pression, mais en même temps c'est important d'aller se poser des questions. Voilà. L'important, c'est quand même de se poser des questions. C'est où j'en suis dans mon rapport au digital. Comment ce rapport au digital vient influencer ma manière d'être en lien au boulot et dans la famille avec les amis. Comment ça me permet, mais aussi qu'est-ce que ça m'empêche. Et puis, je pense que la dernière question aussi à se poser, c'est qui est devenu esclave de qui? Est-ce que c'est moi qui suis devenue l'esclave de mon téléphone ou est-ce que mon téléphone est à mon service? Et du coup, peut-être de se rendre compte à quel point notre attention, aujourd'hui, si on ne met pas de la conscience, elle est totalement piratée par ces algorithmes qui sont créés par les GAFA. Les GAFA, et aujourd'hui, leur fort profit, l'argent, la manière de faire de l'argent, c'est d'aller pirater, voir à quel endroit ils peuvent aller encore choper notre attention. On n'a pas envie d'aller acheter cette robe, ce sac, ce billet, ce truc, mais non, ils reviennent, ils nous envoient un petit pchit de dopamine. Voilà. Et on est rentré dans une ère où on a besoin d'aller se faire des pchits de dopamine sans arrêt. Et oui, on se fait un pchit de dopamine quand on reçoit un like. Oui, on se fait un petit pchit de dopamine quand notre article ou notre petit truc est
transféré, où il est publié, où il est followé. Mais en même temps, c'est un pchit de dopamine qui est virtuel, quoi. Le vrai pchit de dopamine, il est quand je vais aider quelqu'un et que je vais voir un vrai sourire, quand je vais faire un peu de sport, quand... Voilà, c'est comment retrouver cet équilibre. Non, mais complètement. Enfin, moi, en tout cas, à la lecture de ce livre, c'est vraiment une prise de conscience. Parce que tout ça, on le sait finalement. On le vit, on se dit, puis on nous le dit, oh, mais arrête avec ton smartphone, machin. Mais franchement, Lulu, après, on se dit, mais Lulu, en fait, c'est moi, quoi. Et elle est, on s'incarne et on se dit, mais franchement, pour moi, ça a vraiment été une prise de conscience, ce livre, et de me dire, il faut vraiment que je fasse un effort et que je retrouve un équilibre. Justement, cet équilibre dont tu parles, quoi. Et c'est vraiment important. Je ne sais pas, Chloé, oui, bah, moi, c'est pareil. Bah, par exemple, ne serait-ce que changer l'ordonnancement de tes applis sur ton téléphone. C'est un truc qui peut paraître un peu ridicule. Sauf que bah, en fait, t'enlèves les notifications déjà qui viennent directement en fait t'appeler. Donc déjà, rien que ça, c'est toi qui vas voir en fait si t'as un message sur Instagram, si t'as, voilà. Et de se dire bon bah ok, en fait, je vais peut-être pas mettre toutes ces applis là sur le premier écran. Déjà, ça va me demander un petit effort pour aller chercher Facebook qui sera sur le deuxième. Et en fait, ça peut paraître anodin. Moi, quand j'ai lu, je me suis dit, bon, je vois pas trop ce que ça va changer, mais je l'ai quand même fait. Et en fait, je me rends compte que je vais moins sur Facebook. Alors, j'ai pas tout mis sur le deuxième écran, parce qu'il y a des choses que j'ai quand même envie de garder. Mais je vois quand même que c'est plus moi qui vais solliciter en fait cette appli, et du coup, je vais quand même la solliciter un peu moins souvent. Et finalement, c'est pas si grave que ça. D'avoir loupé ces quelques messages pendant 3 heures. Et donc, après tu poses plus ton téléphone, et en tout cas lui t'appelle moins, t'as plus cette lumière qui vient te chercher quand tu téléphone. Cette lumière tu rajoutes la lumière. Parce que mon téléphone il vire quand j'ai un message. Bah oui, mais c'est ça dont je parle, c'est la première chose à faire en fait. C'est les notifications en fait. Enlever la lumière. Aussi, ouais. Mais qu'est-ce que c'est, mais méga intrusif. T'es en train de parler à quelqu'un, puis t'entends et puis t'as la lumière. Ça, c'est super cute, mais c'est super intrusif. En gros, moi, ma manière de vivre avec mon téléphone, c'est que j'ai enlevé les notifications. Je n'ai jamais mis la lumière. Je mets sur mode silencieux tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment donné où je mets la sonnerie de mon téléphone. Et je n'ai aucune appli des réseaux sociaux sur mon téléphone. C'est-à-dire que quand je vais sur les réseaux sociaux, je suis sur mon écran d'ordi et donc je me pose. Si tu mets une appli, alors peut-être que c'est un peu pour certains extrême, mais si tu mets sur ton téléphone des réseaux sociaux, forcément, qu'est-ce que tu vas faire dès que tu as un peu de temps libre, 2 minutes, tu vas aller sur ces réseaux sociaux. Alors que si tu n'as pas cette appli sur ton téléphone, tout d'un coup, tu vas pouvoir réoffrir cette attention et ce regard à autre chose. Donc, l'idée, c'est pas de le faire pour la vie en entier, tout le temps, mais c'est de faire l'expérience d'une sorte de challenge intérieur, de te dire, ok, je vais changer mes habitudes au moins une semaine. Tiens, pendant une semaine, je vire mes applis réseaux sociaux sur mon téléphone. Tiens, pendant une semaine, je vire la lumière, le flashlight qui m'éblouit pour me notifier que, tiens, il y a quelqu'un qui... Voilà. Donc, c'est de faire en gros des essais. Et puis après, de trouver son propre chemin. Peut-être que le chemin où tu vas revenir ensuite, c'est de laisser qu'une appli réseaux sociaux. Peut-être de mettre moins de lumière. Enfin, voilà, c'est de retrouver ta manière à toi d'être en lien. Il n'y en a pas une seule, il y a autant de manières d'être en lien que d'individus. Mais pour trouver ta manière cohérente, congruente, c'est d'abord, en tout cas, pendant une semaine, 15 jours, de faire des trucs. C'était quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois dans ta relation avec ton écran. Et c'est ça qu'il faut essayer de retrouver, que ça devienne limite un jeu. Oui, et puis en plus c'est tellement... je me suis rendu compte que finalement c'était presque un réflexe aussi d'aller sur Facebook, de regarder ton ordinateur. Par exemple, je me suis surprise parfois, je me dis bon, je vais regarder l'heure. Tu allumes ton téléphone, mais en fait tu regardes pas l'heure. T'éteins ton téléphone et tu dis ah mais en fait... je voulais regarder l'heure, mais j'ai pas regardé l'heure. Mais c'est ça. Et ce qui est presque flippant, parfois, moi des fois je me dis,
En fait, on est hyper connecté tout le temps parce que, pareil, dans la journée, on est au boulot. Bon, alors après, sur Instagram, moi j'y suis de par mon travail, mais je vois que j'ai des copines qui sont à leur boulot, qui vont liker ce que j'ai mis sur Instagram alors qu'elles sont en train de bosser. Je me dis, mais en fait, ça fait bizarre, quoi. Parce que je me dis, mais elle est... Ouais, c'est ça, tu as ton smartphone à côté, il bip, tu peux être en train de bosser, il bip, tu dis, ah, mais c'est quoi? Je vais regarder. Et hop, et tu likes. Et des fois, même à 23h, tu dis, je vais publier un truc. Et là, tu as plein de likes et tu dis, mais tout le monde est hyper connecté, quoi, en fait. N'importe quelle heure, n'importe quel moment. Ouais. Et ça me fait penser, tu vois, tout de suite à ce droit à la déconnexion qui a été déclenché à un moment donné chez Orange, d'ailleurs, qui a été créé, cet article qui permet aux entreprises d'avoir un droit à la déconnexion. Et on voit bien que dans les entreprises aujourd'hui, ce droit à la déconnexion, c'est un peu... c'est très mou, parce que c'est juste une charte où tu écris que chaque employé a le droit de se déconnecter après 20h et de se reconnecter après 8h du matin. Mais aujourd'hui, il faudrait vraiment que les entreprises s'engagent à accompagner les salariés, justement, à avoir une nouvelle éthique du bien-être digital. Moi, aujourd'hui, dans ma plateforme, c'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs ce Digital Detox Institute, qui est justement une vraie plateforme qui vient aider tout un chacun, aussi bien les entreprises que le grand public, à retrouver ce bien-être digital. C'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est le bien-être digital, pas la déconnexion. Mais bien évidemment, le bien-être digital passe par des prises de conscience comme celle que tu viens de nommer, ou comme quand tu dis, voilà, je vais voir mon téléphone pour voir l'heure, et puis finalement j'aurai une notification, puis je vais sur mon Facebook, et puis je m'en vais au bout d'un quart d'heure, et j'ai pas regardé l'heure. Et du coup, mon attention, elle est où? Je l'ai donnée à qui? Comment je suis capable de perdre des heures de vie, de ma vie, de mon cœur qui bat, à donner à des écrans plutôt que la donner. Si on donnait autant de cœur, de likes dans la vie digitale que dans la vie réelle, à aller apporter un cœur, un vrai cœur à des amis qui sont dans le besoin, dans la souffrance, ou juste à des amis qui j'ai pas vu depuis longtemps, mais ça changerait toute la donne. Toute la donne. Là, j'ai relevé aussi dans le bouquin, tu as posé la question à Alma qui a 12 ans, sur quel serait ton grand coup de gueule, parce que c'est les coups de gueule, on va en parler après, et c'est important. Donc le grand coup de gueule de Alma, 12 ans, ce serait le fait que les parents nous disent qu'il ne faut pas aller sur les écrans, mais évidemment, eux, ils peuvent. Et ils nous sortent comme excuse que c'est pour leur travail. Voilà. C'est... ça dit beaucoup de choses, quoi. C'est ça, c'est vrai que heureusement qu'il y a des enfants qui se rendent compte que aujourd'hui, il y a... Puis vraiment pour les enfants, c'est un vrai sujet... au-delà de... On s'est rendu compte quand même que c'est la première génération, la dernière génération d'enfants de 10-12 ans, qui est la moins intelligente que la génération précédente. C'est la première fois dont on se rend compte de ça. Pourquoi ? Parce que forcément, cette génération, elle fait moins travailler sa mémoire, moins travailler ses émotions, t'imagines ? Les émotions, ils les expriment avec des emojis. Puis les fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe, n'en parlons pas, puisque c'est de la contraction verbale. Et puis alors, après, quand ils rentrent dans cette fake life, où chaque fois qu'ils postent une photo d'eux, la photo n'est plus la photo réelle, ils viennent la trafiquer. C'est comme si on avait fait de la chirurgie esthétique dès l'âge de 12 ans. Donc quand tu as fait de la chirurgie esthétique virtuelle dès l'âge de 12 ans et que tu passes 5 ans à faire la chirurgie esthétique chaque fois que tu postes une photo, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais ce qui passe aujourd'hui. Avant, on allait au Brésil se faire pulper les lèvres et se faire une chirurgie esthétique vers 30 ans. Aujourd'hui, c'est à 18 ans. Il y a une augmentation de la chirurgie esthétique. À 18 ans, les jeunes ils viennent avec leurs photos virtuelles où tout est parfait pour ressembler à ce qu'elles ont posté pendant des années. Et puis il y a aussi cette fake life où tu es... C'est comme s'il y avait une dissociation entre ta réalité, ce que tu vis vraiment,
et ce que tu racontes qui n'est pas ta réalité. Et du coup, à un moment donné, c'est comme si, c'est aussi de là que vient cette dépression. C'est qu'à un moment donné, tu sais même plus comment raccorder les deux bouts, quoi. Donc, c'est quelque chose de vraiment, je trouve, important, inquiétant même. Je mettrais le mot inquiétant pour les enfants. Autant ma génération, moins, parce que comme je dis, j'ai cette béquille de l'avant. Où je peux m'appuyer sur mais ouais, avant le stylo plume, mais ouais, avant les week-ends sans téléphone, chouette. Mais eux, ils n'ont pas cette avance, cette mémoire du corps qui s'est imprégnée sur leurs cellules, et ils ne l'ont pas. Donc je trouve qu'on est extrêmement responsable, nous, adultes, de les accompagner sans les culpabiliser, sans les engueuler, mais vers quelque chose d'alternatif. Hein, quoi. Donc c'est pour ça que je me dis que ce bouquin il s'adresse aussi bien aux parents, aux enfants, que aux gens qui ont fait des burn-out, aux gens qui sont en saturation, qu'aux gens qui sont dans le déni, qui pensent qu'ils ont un équilibre et qu'ils n'en ont pas besoin. Bah ok, si vous n'en avez pas besoin, moi je vous encourage à faire l'essai. Voilà, il y a Noël qui arrive, faire l'essai de se dire que le cadeau de Noël, le plus beau cadeau de Noël d'ailleurs qu'on peut offrir, c'est d'être sans son téléphone. C'est vrai. D'être sans téléphone. Vrai, et de prendre un Polaro. Oui. Voilà. Ouais. C'est vrai. Donc, tu parlais du coup de gueule. Oui, je voulais. Est-ce qu'on peut en parler? Ben ouais. parce que franchement, il est très intéressant à connaître, quoi. Donc ton coup de gueule. Le coup de gueule dans le train, mais comme j'en parlais tout à l'heure, le coup de gueule dans le train, où voilà, je me dis qu'aujourd'hui, faut se réapproprier une nouvelle manière d'être en lien dans les transports en public, où c'est plus possible d'accepter que le voisin mette ses AirPods. Je dis AirPods parce que hier soir, je croise quelqu'un qui avait la musique à fond. Je lui dis, est-ce que vous pouvez enlever vos oreillettes, et parce que vraiment le son qui est dedans, je suis obligée de l'entendre. Et il me répond, c'est pas des oreillettes, c'est des AirPods. Ok. Donc ça va jusqu'à, si tu veux, ça va jusqu'à avoir un langage approprié de cette génération qui se rend plus compte que quand ils mettent de la musique à fond, d'abord ils deviennent sourds progressivement, mais ils gênent l'entourage. Quand ils mettent les notifications avec les lumières, avec les sons, ça crée justement une pollution relationnelle, une pollution sonore. Donc mon coup de gueule, c'est de me dire basta, quoi, basta. Comment on peut redevenir bien éduqué dans notre relation à tous, avec ces bruits digitaux, avec nos P digitaux, avec nos RO digitaux, avec nos ZOUI digitaux, appelez-les comme vous voulez, mais merde, voilà, merde, je me dis, un tout petit peu plus de civisme, ça ne nous fera pas de mal dans notre relation. Et du coup, ça me donne envie de me dire, mais vous, votre coup de gueule, ça serait quoi? Toi, ton coup de gueule, c'est quoi? Ah bah moi, mon coup de gueule, c'est ce qui s'est passé dans le train. Alors, mon coup de gueule, c'est aussi que tout le monde s'exprime, hein. C'est-à-dire que dans le train, quand il y a une personne qui écoute une vidéo sans écouteur et on fait profiter tout le wagon, qu'il n'y ait pas que moi qui réagisse. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, personne ne réagit. En fait, tout le monde râle dans son coin, mais personne ne dit rien. Et ça, ce serait mon coup de gueule, c'est peut-être que si tout le monde gueulait un petit peu plus ou disait les choses telles qu'elles sont, déjà on se sentirait moins seul et peut-être que ça ferait bouger les choses, quoi. Tu sais, ça me fait penser à cette situation que je nomme d'ailleurs dans le train, où à un moment donné, je suis donc dans le train en train d'écrire justement la conclusion du livre, et puis il y a un couple derrière qui parle fort, hein. Je me retourne pour leur signifier que ça serait bien qu'ils baissent un peu la voix. Et à un moment donné, il se lève pour aller au bar. Et puis, il y a une femme derrière qui arrive et qui me dit, « Madame, ces deux personnes ont pris une photo de votre écran. » Et je me dis, elle a mal compris, c'est pas possible. Tu vois, donc, puis je sens que mon cerveau reptilien là, se met en mode homme. Je me dis, c'est pas possible. Donc, je la fais répéter. Elle me dit, si, ils ont pris 2 photos de votre écran. Et donc, je suis partie, mais comme une balle au bar. Je me suis pointée en face de la femme et je lui ai demandé d'enlever immédiatement sa photo de mon écran. Elle a commencé à rire de son écran.
de son téléphone. Elle a commencé à rire. Et là, quand j'ai vu qu'elle ne me prenait pas au sérieux, je n'ai plus me contrôler. Donc mon coup de gueule a été absolument réel. C'est-à-dire que ma voix a dépassé des décibels importants en lui sommant de sortir son téléphone de son sac et en lui imposant d'aller effacer immédiatement ma vie privée qu'elle avait volée à mon insu. Elle ne s'est pas excusée, avocate qui plus est, elle ne s'est pas excusée, elle a souri et je me suis dit mais on est en train de passer dans un monde de dingue. Et le gars qui était à côté d'elle n'a eu qu'une réponse à me dire mais pourquoi vous achetez pas un écran qui justement, vous savez, ces écrans qu'on pose sur les ordinateurs, sur les écrans d'ordi et qui font que si qui que ce soit se met de côté ou de biais, ne peut pas voir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ce qui me revient aussi au fait que quand tu dis moi je me sens seule quand je pousse mon coup de gueule dans un train, et bien là j'ai d'ailleurs remercié mais chaleureusement cette femme qui est venue se mobiliser, se mettre limite en risque pour me dire attention, il y a quelqu'un qui vient mais juste abuser, voler votre vie privée, quoi. En fait c'est la non-réaction mais aussi c'est même la culpabilisation qu'on te fait porter. Oui, bien sûr. Parce que tu as réagi, parce que tu t'es fait voler, mais en fait c'est de ta faute parce que tu n'avais pas mis le filtre, tu n'avais pas bien caché ton téléphone. Ça se retourne. Et en fait c'est ça, et finalement c'est toi qui déranges en demandant d'arrêter à la personne de déranger, alors que et la situation elle est complètement retournée, alors que c'est incroyable. C'est ça, c'est exactement ça. Mais ça c'est notre vie au quotidien, c'est l'histoire de la victime, du bourreau et du sauveur, c'est l'histoire de, voilà quoi, c'est notre vie au quotidien quand on va demander à quelqu'un qui se sent coupable un tout petit peu mais qui n'a pas envie d'être le coupable, il va forcément te dire que c'est toi qui l'emmènes. C'est toi qui l'emmènes. Bien sûr, c'est pour ça que le gars, quand je lui ai demandé est-ce que vous pouvez baisser justement ou enlever vos notifications et baisser votre voix quand vous parlez au téléphone, il me répond mais en m'agressant. Mais tu crois pas que tu me pollues, toi, quand tu me parles? Oui, d'accord. Voilà. Maintenant, je commence à être habituée à toutes les résistances. Mais je pense qu'il n'y a pas une seule fois depuis 2 ans où je prends le train, où je ne me lève pas pour faire la fliquette de la pollution sonore, quoi. Non, c'est fou. Et Coco, si tu avais juste une chose comme ça à nous transmettre sur un début de déconnexion, enfin, comment on pourrait commencer à un petit exercice ou je sais pas, ne pas prendre son smartphone, enfin je sais pas, un petit truc comme ça pour débuter pour commencer à être moins accro. Tu vois, c'est marrant quand tu me demandes ça, il y a 2 choses qui me sont venues qui sont pas très fun. Les 2 infos importantes, dramatiques qui sont venues ces 15 derniers jours, c'est que tu as une petite fille de 14 ans qui a été retrouvée morte par ses parents un matin au réveil parce qu'elle avait mis son téléphone sous son oreiller en on pour écouter de la musique. Le téléphone a explosé. Et la dernière info qui est parue il y a la semaine dernière, on la voit, elle est filmée dans le métro à Barcelone ou en Espagne, je ne sais plus où. Elle est filmée, on la voit être sur son téléphone, elle entend le métro qui arrive et elle marche avec le téléphone et elle tombe dans le vide parce que le métro qui arrive n'est pas son métro, c'est le métro d'en face. Et au moment où elle tombe dans le vide, il y a le train qui arrive. Donc vraiment, le premier truc qui me vient, c'est prendre conscience. C'est juste déjà de prendre conscience de ok, c'est arrêter d'être en pilote automatique avec cet outil. Prendre conscience. Et qu'est-ce que ça veut dire prendre conscience? C'est pour prendre conscience, si toi tu crois que tu as conscience que tu as un rapport super équilibré avec ton téléphone, fais l'expérience de déposer ton téléphone, de ne pas le prendre pendant une journée, un samedi ou pendant une journée, un dimanche. Et ressens ce qui se passe. Donc, première chose, c'est prendre conscience. Et ensuite, une fois que tu as pris conscience, mettre du ludique. Alors, mettre du ludique dans le sens, tiens, je vais faire du ménage dans mon téléphone, faire du tri dans mon téléphone. D'abord, virer les applis de jeux qui t'abêtissent, qui rendent ton disque dur, vraiment, qui ramollissent ton disque dur.
tous ces jeux qui viennent bouffer ton attention, tu les enlèves. Puis après, comme disait Chloé, tu passes les applis, et t'en gardes peut-être qu'une, en deuxième page de ton écran, les applis sur les réseaux sociaux. T'enlèves les notifications, puis t'enlèves la lumière, Chloé. Et puis tu mais des jeux, tu instaures des jeux, c'est-à-dire que quand tu es avec tes copains en train de prendre un verre, tu dis que le premier qui dégaine son téléphone, il paye le coup. Quand tu vas prendre un apéro, un verre avec les copains, pareil, le premier qui dégaine son téléphone, il va repayer la tournée. C'est-à-dire qu'il faut réinstaurer du ludique. Et puis quand c'est en famille, moi je dis instaurer des free zones. Vous mettez, vous voyez, moi j'ai mis ça dans cet espace de mon salon pour dire qu'ici, c'est une pièce où personne vient avec son téléphone. Et c'est respecté. Donc trouver des jeux comme ça. Et puis je pense que petit à petit, c'est oser aller se rencontrer dans cet espace qu'on croit être un espace de solitude quand on n'est pas avec le téléphone, mais qui finalement est un espace, c'est un espace quoi, à un moment donné de découverte. C'est oser vivre sa vie un jour par semaine ou par mois sans téléphone et voir ce qu'on y trouve. Exactement. C'est ce que dit Lulu d'ailleurs dans le livre quand elle fait sa retraite. Elle dit, j'ai l'impression à un moment donné, elle dit, là j'ai plus mon smartphone, je suis plus connectée pour l'instant et j'ai l'impression d'avoir 13 ans, je me suis racheté une montre et je me sens libre. C'est ça. C'est exactement ça. Libre. Mais merci d'ailleurs de le renommer, c'est ça. C'est de retrouver. En fait, dès qu'on arrive à retrouver un équilibre avec son téléphone, il y a un sentiment de liberté qui naît. Qui m'est tellement agréable, Et bien évidemment, j'aurais envie d'encourager aussi à mettre, parce qu'il faut accueillir les paradoxes, et c'est pour ça que je parle de connexion et pas déconnexion, c'est comment je retrouve un équilibre par rapport à une hyperconnexion. Et donc il y a des applis aujourd'hui qui t'aident à pouvoir justement... Tu te mets sur Flip, tu décides de bloquer ton téléphone pendant 2 heures, 5 heures, et tu peux même plus y arriver, donc c'est marrant. Mais tu as d'autres aussi outils. Moi j'ai créé un programme de digital detox sur l'appli Petit Bambou, qui est un programme de méditation sur la digital detox. Et puis je pense qu'il y a peut-être aussi un chemin important, c'est comment tu te reconnectes à la nature. Parce que plus tu es avec ton téléphone, moins tu es connecté aux sensations de ton corps, et moins tu es connecté aux sensations de ton corps, moins tu es connecté à la nature et aux cadeaux que te fait la nature. Donc quand vous lâchez le téléphone, mais d'aller embrasser les arbres, d'aller vous faire un bain d'arbres, de forêt, c'est ce que j'appelle la sylvothérapie, d'avoir des moments, où il n'y a rien. Rien. En fait, c'est ça, c'est aussi apprendre à s'ennuyer presque, mais c'est regarder cette sensation. Regarder ce qui se passe, juste être là avec soi-même. Et finalement, l'ennui, c'est aussi l'imagination. Exactement. Et puis retourner vers la lecture. La lecture. Mais retourner vers la lecture, tu vois, on en parlait avec ces influenceuses qui... comment tu les appelles? Les bookstagrammeuses. Les bookstagrammeuses. J'ai du mal mais voilà, ça pour moi, quand c'est une manière d'être connectée de manière intelligente, c'est-à-dire qu'elles passent, vis-à-vis de moi en tout cas, elles lisent 10 fois plus de bouquins que je n'en lis. Elles se plongent et elles ont cette présence à lire le bouquin. Et ensuite, si tu veux, elles peuvent aller sur Internet, sur Instagram, poster, et donc c'est du positif, c'est en gros du digital positif, c'est de la connexion positive. Tout à fait. Mais quand tu vois que sur TikTok, ce nouveau réseau hallucinant pour les jeunes qui ont 15-20 ans, où il y en a qui ont 32 millions de followers, il y a 2 sœurs jumelles allemandes qui ont 32 millions de followers parce qu'elles montrent leur beau visage, leurs fesses et leur manière de bouger leur corps sur une danse. Je te dis, mais on est hashtag devenu fou. Voilà. C'est ça, c'est vrai. En tout cas, Chloé, tu voulais
rajouter quelque chose aussi Non, bah juste lire le livre, quoi, parce que tout simplement, ça, comme on l'a dit, ça permet de prendre conscience en fait de ce qui se passe, de la société, de soi en fait. Et c'est quand même, enfin moi ça m'a quand même interpellée quoi sur mon mode de vie, sur ma santé aussi, sur ce que je faisais en fait, sur mon temps, et sans avoir déconnecté, juste de se poser la question en fait et d'être en conscience avec ça en fait, d'avoir pris conscience de ça et du coup de plus être esclave de ça. Donc je pense que c'est ça la première étape. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans ce livre, j'ai envie de remercier quand même bien qu'un politique se mobilise, Adrien Taquet, qui est un député qui vient s'occuper de la protection de l'enfance, qui se mobilise à m'écrire la conclusion. Ça veut bien dire que c'est quand même aujourd'hui une préoccupation. Une préoccupation. Et voilà quoi. Si dans le titre j'ai mis « Si tu oses », c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un moment donné où dans la vie, pour tout d'ailleurs, est-ce que tu vas oser changer de vie? Est-ce que tu vas oser faire ce pas de côté? Est-ce que ce soir tu vas oser dormir à droite plutôt qu'à gauche? Et est-ce qu'à un moment donné tu vas oser passer un jour sans téléphone? Et est-ce que tu vas oser regarder ta relation avec le digital? Est-ce que tu oses te mobiliser quoi, en gros, pour retrouver une meilleure manière d'être en lien ensemble et d'être dans ce bien-être digital? Et vraiment... en fait, je dirais que la conclusion, c'est ça, c'est comment je retrouve ce bien-être digital. Voilà. Et ça donne de la fierté. Enfin, moi, je sais que l'expérience cet été d'avoir oublié mon smartphone une matinée en partant à la plage, ou sur le trajet, j'ai dit oh, j'ai oublié mon téléphone. Et là, mon compagnon m'a dit mais tu peux peut-être t'en passer juste ce matin, quoi. Et j'ai dit ah ben oui. Et en fait, je m'en suis passée et j'étais tellement fière de moi. J'étais tellement fière de moi. Oui, c'est ça, c'est des petites victoires. C'est des petites victoires. Le si tu oses, il peut durer 5 minutes, il peut durer une matinée, il peut durer une journée, mais c'est ces petites victoires qu'il faut aller goûter. Et je pense aussi qu'il faut écouter aussi ce qu'on peut nous renvoyer et ne pas mépriser ce qu'on peut nous dire. Quand on a son smartphone et qu'on descend des escaliers et qu'on croise quelqu'un qui nous dit bah dis donc toi t'es dangereuse quoi, tu regardes ton smartphone en descendant, ne pas mépriser ou ne pas ignorer ce qu'on nous dit, mais l'écouter, se dire attends, là j'essaye de me regarder d'en haut et effectivement ce que j'en vois c'est ça va pas quoi, voilà. C'est ça. Cette attention aussi à l'autre. Qu'on ne devienne pas des snobbing. Les snobbing, c'est ces mots valises qui contractent le mot zombie avec folle. C'est le nombre de personnes qu'on voit dans la rue marcher comme ça et se prendre. Où va-t-on quoi, si à un moment donné on n'ose pas faire autrement? Donc, je vous recommande vivement ce livre qui se lit comme un roman. Je dirais je vais l'oser, c'est le roman de Lulu et de sa petite voix intérieure, franchement qui nous parle à tous. On a vraiment l'impression d'être Lulu, qui donne aussi des infos, des solutions. Et puis il y a aussi des témoignages. Il y a le coup de gueule de Coco, il y a le coup de gueule d'enfants aussi, et nous justement on va sur Instagram demander quel est votre coup de cœur, votre coup de gueule par rapport, parce qu'on a tous eu des expériences et c'est vrai que ce livre c'est vraiment une prise de conscience et on se dit mais ça je l'ai vécu quoi, et ça m'a vraiment embêté de le vivre. Et ça fait du bien de partager aussi ce livre, ces expériences-là, en se disant mais oui, mais c'est ça la réalité quoi. Donc c'est un livre qu'on vous conseille et qu'on doit tous avoir sur sa table de chevet. C'est un plus qui se lit bien justement, comme on l'a dit, c'est très agréable à lire parce qu'il y a à la fois cette petite histoire, donc ça se lit bien, comme si on lirait un livre. Un roman pour se changer les idées, quoi. Et en même temps, on se projette tout de suite dedans, donc on rentre dedans tout de suite. En même temps, il y a cette petite voix intérieure qui, là, est un peu ce côté, justement, qui nous fait réfléchir, qui nous dit « Ah oui, c'est vrai, quand même, elle n'a pas tout à fait tort. » Voilà.
Et puis après, il y a effectivement ces infos qui viennent un peu rompre le rythme, voilà, et puis le programme à la fin. Donc, je pense que c'est une lecture aussi qui est dynamique en fait, on ne s'ennuie pas, qui demande pas, enfin qui n'est pas non plus hyper exigeante comme peuvent l'être parfois. Pas laissé, voilà, c'est ça. Et en même temps. Et c'est pas donneur de leçons, hein, non, pas du tout. Comme tu disais, Chloé, c'est vraiment pas ça, quoi. C'est pas contre ou pour la déconnexion ou la connexion. C'est vraiment un plus. Hein. C'est vraiment un bouquin qui est une prise de conscience et qui est écrit de manière très drôle, je trouve. Et c'est ça. En fait, c'est un sujet grave, mais qui est traité avec légèreté. Et c'est ça qui fait la différence, hein. Vraiment, qui donne justement à être vraiment à ce qu'on se l'approprie, quoi. Parce que il y a ces deux sentiments, quoi. Donc voilà, donc on vous recommande vivement l'ouvrage de Coco. Et de l'offrir aussi. L'offrir dans le sens où je trouve que c'est la meilleure manière, parce que le titre est sympa, il y a un côté un peu challengeant, donc d'aller offrir ce bouquin si vous sentez que l'autre est en besoin d'aide, ou même genre que vous trouvez qu'il est trop hyper connecté. C'est vraiment une manière. Et même s'il le pose sur la table, genre en le regardant 2 secondes, il y aura des moments où il aura envie d'aller feuilleter, et c'est déjà ce premier pas de côté. Voilà. Donc on a passé une matinée super agréable avec toi, Coco. Merci Christine. C'est super, et Chloé, c'est un plus, hein, d'avoir l'éditrice, c'est une chance d'avoir notre éditrice avec nous. Et puis on espère vous revoir bientôt sur les réseaux et continuer à nous suivre. Et on vous souhaite une bonne journée. Pas trop quand même. Hein. Et on vous souhaite une belle journée et connectée de temps en temps. Au revoir à tous. Au revoir.